Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la liberté. L'affaire Jeffrey Epstein fascine et ça continue surtout d'embêter royalement le président Trump. C'est tout un caillou dans son soulier. Le président est sous pression et il a fait toutes sortes de déclarations, que ce soit sur les médias sociaux ou encore dans les mêlées de presse, et s'attaque maintenant à ses propres partisans. Luc la liberté, bonjour. Oui, bonjour Alexandre. Bon, et parallèlement à tout ça, il y a aussi les avocats de Mme Maxwell qui pourraient demander à Donald Trump d'intervenir dans le dossier. Pourquoi? Écoute, chaque journée, on rajoute une couche de nouvelles informations, ou encore on remet, c'est le cas de cette nouvelle-là, ou encore on remet de l'avant de vieilles informations qu'on avait mis de côté, mais dans l'entêtement de M. Trump, parfois on force la main ou on profite du contexte pour ramener des histoires qu'on croyait enterrées ou en tout cas auxquelles les médias ne s'intéressaient plus. Ce qu'invoque la famille de Mme Maxwell et à tout le moins un de ses avocats, parce qu'elle a une équipe d'avocats. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y avait une vieille entente entre Jeffrey Epstein et le gouvernement américain, la justice américaine. Ça avait été signé en 2007. Comme quoi, si on s'en prenait à Jeffrey Epstein, c'est-à-dire qu'on voulait qu'il rende des comptes, on allait l'accuser ou on allait le poursuivre, qu'on ne s'en prendrait pas à ses collaborateurs ou, dans le cas de Mme Maxwell, collaboratrice. Donc, la famille dit, on pourrait poursuivre le gouvernement pour son mauvais comportement, pour sa mauvaise attitude, pour avoir trahi sa parole. Donc, c'est ce qu'on ferait valoir face au gouvernement américain et face à M. Trump. Est-ce que Donald Trump avait besoin que Mme Maxwell se manifeste? Est-ce qu'on avait besoin qu'elle demande à ce qu'on annule finalement cette sentence-là, qu'elle se retrouve derrière les barreaux? C'est très grave les motifs pour lesquels elle a été accusée et reconnue coupable. Elle n'est pas derrière les barreaux pour des vétilles. On est dans ce qu'il y a de pire. On est dans du trafic de jeunes femmes. Donc, dont on devine pourquoi on les recrutait. Ça vient ajouter une nouveauté depuis hier. Ça vient s'ajouter donc sur la pile de tout ce à quoi est confronté Donald Trump. Et pour achever de convaincre M. Trump qu'il devrait peut-être agir autrement, c'est un sondage récent aussi, il n'y a que 3% des Américains qui croient qu'on a divulgué suffisamment d'informations dans ce dossier-là. 3%, là, on est en dehors des chiffres habituels. Là. M. Trump est plus impopulaire ces jours-ci, là, même auprès de certains de ses partisans. Et c'est 3%. Donc, il y a plein de gens qui s'attendent à avoir beaucoup plus d'informations que ça, beaucoup plus de transparence que ça. Puis on verra pendant combien de temps M. Trump va s'accrocher et s'entêter dans sa ligne actuelle. Mais la pression ne semble pas diminuer. Et tu l'as bien exprimé, je pense. Ne serait-ce que ça fascine. Donc, les médias vont continuer à s'intéresser à ça. Puis, à la Maison-Blanche, on n'a pas fini de tenter de répondre ou de contourner les questions en lien avec l'affaire Epstein. Comment tu interprètes la réaction du président qui insulte ses propres partisans? Est-ce que puis j'ai vu toutes sortes de vidéos même de partisans MAGA là, qui font brûler leurs casquettes. Oui. Est-ce que ça risque de faire imploser son mouvement politique? C'est ce que croit, écoute, je pensais pas citer cette femme-là, c'est ce que croit Laura Loomer, qui est une influenceuse qui a été très proche de Donald Trump, trop d'ailleurs pendant la campagne électorale de l'avis des conseillers de Donald Trump. On n'aimait pas sa présence à bord d'Air Force One, mais elle dit, parce que c'est une MAGA, c'en est une, partisane de Donald Trump qui est 100% loyale et convaincue, elle dit ce mouvement-là pourrait faire, ces critiques-là, cette situation-là, pourrait faire imploser le mouvement MAGA. Donc, pour Trump lui-même, est-ce que c'est inquiétant si on prend pour acquis qu'il ne peut pas revenir en 2028? Il est là où il voulait être. Il est à la Maison-Blanche. Il a monnayé d'ailleurs assez généreusement sa présence à la Maison-Blanche. On n'en finit plus de lancer de nouveaux produits de Donald Trump, sans compter des tractations sur lesquelles on n'a pas toutes les informations, mais qu'on aurait reproché à la plupart, à la totalité des autres présidents américains. M. Trump, donc, perdrait sa base loyale, sa base fidèle. C'est pas 2028 qui est pénible dans ça. Pour les républicains dans l'ensemble, ce sont les élections de mi-mandat.
puis un appui dans la population à plusieurs mesures de l'administration. Parce que M. Trump, je l'évoquais tout à l'heure, ça ne va pas bien dans les sondages. La plupart des gens sont en désaccord avec la quasi-totalité de ce qu'il fait. Même sur la question de l'immigration, hier, on mentionnait que les chiffres s'étaient améliorés. Ça risque de plaire, ça, à nombre d'Américains si on n'est pas trop regardant sur la manière dont on va chercher des illégaux. Ça pourrait, à la limite, plaire, mais même ça, jusqu'à ce qu'on dévoile les chiffres de juin, sur la question de l'immigration, il y avait plus de gens contre les politiques de Donald Trump qu'il y en avait pour. Et ça, c'était une de ses cartes, sinon sa carte la plus forte. Le Big Beautiful Deal, les gens n'aiment pas ça, ou Bill, pardon. Donc, les gens n'aiment pas ça, les gens n'apprécient pas. Même au sein des républicains, il y a des critiques très fortes. Donc, on va le répéter continuellement, c'est polarisé en politique américaine. C'est très, très, très serré. M. Trump, il n'a pas le luxe, ou les républicains, en tout cas, si M. Trump pense qu'il a ce luxe-là, les républicains n'ont pas le luxe de perdre beaucoup d'électeurs si on veut conserver le contrôle des deux chambres, puis si on espère conserver la Maison-Blanche en 2028. Dans le cas du dossier de Jeffrey Epstein, autre rebondissement important, c'est la procureure qui avait mené le procès contre Epstein qui vient d'être congédiée, Maureen Comey, comme genre James Comey, voilà. C'est sa fille, là. L'ancien directeur du FBI qui avait été congédié par Trump aussi, il faut s'en souvenir, en 2017. Et qui serait sous enquête par la justice américaine, par le FBI ces jours-ci, justement pour son comportement dans nombre de dossiers. Donald Trump, donc, l'avait gardé à ses côtés au début de sa première présidence. Il l'a ensuite congédié et il le tient pour responsable d'un certain nombre d'informations que lui considère être fausses dans son cas. M. Trump avait dit qu'il se vengerait dans ce deuxième mandat. Ça avait été très clair, là, il n'en avait pas fait de cachette. James Comey est une des cibles qu'avait dans son viseur Donald Trump. Et là, maintenant, il s'en prend à sa fille sans qu'on puisse reprocher quoi que ce soit à Maureen Comey, dont, en passant, elle est procureure. Son mari ou son époux est adjoint au procureur dans le district sud de New York et on appelle au congédiement de son conjoint aussi. C'est une procureure d'expérience. Elle est là depuis 10 ans. Et tu viens de référer à de gros dossiers. Elle était là pour Epstein, elle était là pour Mme Maxwell, puis elle a été impliquée aussi dans le dossier de D.B. Combs. Donc, de très, très gros dossiers sur lesquels, dans son travail, on n'a rien à lui reprocher. Donc, si je voulais susciter une controverse, si je voulais montrer à quel point je peux être agressif et j'ai le pouvoir de le faire, mais est-ce qu'on pouvait aller jusque-là? Donc, elle se retrouve sans emploi ce matin, Mme Comey, et il semble que sa plus grave faute, c'est d'être la fille de James Comey. Donc, on en parle moins avec l'affaire Epstein, hein, mais on est dans un gouvernement qui, à mon avis, puis ce serait l'objet d'une chronique complète, effectue une dérive autoritaire. Donc, on ne pense pas à des penchants autoritaires, on se comporte comme le ferait un gouvernement autoritaire. Très difficile de ne pas voir une forme d'abus de pouvoir dans le congédiement de Maureen Comey. Et il y a Coca-Cola qui s'inquiète des tarifs. Je voulais qu'on parle de cette nouvelle-là parce que, d'abord, j'imagine la tête des dirigeants de Coca-Cola dans le contexte actuel. Et c'est une des tentatives de diversion de Donald Trump du dossier Epstein. Coca-Cola était comme compagnie, une compagnie inquiète de la guerre tarifaire, des tarifs douaniers imposés par Donald Trump. Entre autres, si on pense aux canettes de Coca-Cola, on s'inquiétait pour les tarifs sur l'aluminium. Donc, on jouait sur les marges de profit encore là. On l'a dit, on refile la facture aux Américains quand on procède avec des tarifs. Pour plusieurs, c'est comme une taxe qu'on impose aux Américains. Donc, on voulait parler à M. Trump de ces fameux tarifs. Comme de grandes compagnies, on était bien polis, on était bien gentils avec M. Trump. Et là, M. Trump les a relancés sur ce qui est un dada personnel en disant, moi, je veux que vous remplaciez le sucre que vous utilisez ou les produits que vous utilisez dans la recette Coca-Cola et que vous alliez vers le sucre de canne. Donc, et Donald Trump a annoncé en grande pompe hier, vous allez voir, ça va être meilleur. Le Coke que vous allez boire, puis il y a des gains là-dedans, mais vous allez avoir un Coke qui va être meilleur parce qu'on va remplacer ce qu'il y a par du sucre de canne.
Et le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'aller vérifier d'où vient le sucre de canne qu'on utilise majoritairement aux États-Unis, parce qu'il y a des États qui en produisent. Ça pourrait très bien être une forme de protectionnisme américain si on est capable de répondre à la demande. La Louisiane, par exemple, en produit, mais c'est le Brésil qui est le plus gros producteur de sucre de canne et qui vient d'avoir des tarifs très, très élevés tout récemment, pas plus tard que la semaine dernière, le Brésil. Donc, encore une fois, les Américains pourraient payer si jamais ça va jusqu'au bout, parce que Coca-Cola n'a pas confirmé. On a dit oui, on est prêt à utiliser du sucre de canne, mais ça pourrait être dans un nouveau produit, pas forcément dans le Coke que aime bien le président américain, son Coke Diet, pour lequel il y a un bouton, la Maison-Blanche, hein, avec j'ai C'est besoin vrai. d'un Coke maintenant. Ah, faut que ça. On a oublié plein de choses rocambolesques parce qu'il y a toujours des nouvelles et des nouvelles importantes, de grosses nouvelles. Donc voilà, on venait de voir justement cette entrée sur Truth Social à l'écran de M. Trump qui dit ben on passe au sucre de canne. Et Gavin Newsom, qui en manque pas une, le gouverneur de la Californie, a dit ah mon Dieu, quelle belle nouvelle! J'ai presque oublié les dossiers Epstein. Donc on voit il a saisi la balle au bon pour le ramener dans le dossier dont les gens souhaitent entendre parler le plus. Au bureau ovale, le bureau pour le Coca-Cola, le bouton pour le Coca-Cola, bouton nucléaire. Faut juste pas qu'il se trompe entre les deux, le Donald, là, parce que ça peut Non, avoir des voilà. conséquences. Hey, merci, Ouais. Luc. Une bonne journée. Salut.